Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui les titulaires, il y a une belle équipe aujourd'hui les gars. On a encore des petits problèmes de casque, on termine de régler ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas notre genre. Avec moi du coup on a Nathan, comment il va Nathan ? Ça va, super. Nathan qui représentera la feuille de match avec moi-même. Mais on a la liste en défense, la défense solide, elle est présente avec Mike. Et meilleur Yves que Diakité. Meilleur que Diakité. Ça va Mike ? Ça va et toi ? Yves qui est à la technique qui est en train de nous rejoindre. Ça va Yves ? Ça va et vous ? Ça va. Et on a deux invités messieurs, deux invités du membre des Forza Viola. On a Jérémy et Guillaume, comment ça va les gars ? Ça va. Et très bien, nickel. Merci pour l'invitation. Et bien avec grand plaisir, merci à vous d'être venus. Au programme aujourd'hui, en news, retour sur les résultats du club, ça c'est Nathan, c'est la petite chronique, on commence à en avoir l'habitude. Le retour sur le match Toulouse-Estac, avec ensuite un débat. Bilan du mercato, vos avis, satisfaits, non satisfaits, on va débattre, analyser tout ça. Et l'interview supporter des deux membres du Forza Viola, alors ce sera une interview un peu plus personnalisé messieurs, parce qu'on va quand même parler plus du Forza Viola que l'interview supporter de d'habitude, mais il y aura quand même quelques petites questions si on en a le temps. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur les différentes plateformes Adist, les violets et feuilles de match, bien entendu. Voilà messieurs, pour le programme, il est bien chargé, l'équipe est au complète, les casques sont réglés, les micros sont prêts, et on va pouvoir commencer cette nouvelle émission. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona ? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés, avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Armada de la tête ! Incroyable ! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez messieurs, on commence cette émission avec les résultats du club et c'est Nathan qui s'en occupe comme chaque semaine. Et toujours pas de défaite, on commence à y prendre goût aussi. Donc il y avait seules les féminines, les U17 et les U19 étaient sur le banc puisque la réserve était au repos en raison du 4e tour de la Coupe de France. Donc les féminines elles continuent sur la belle lancée du début de saison et ont décroché leur premier succès lors de la deuxième journée du championnat de R1 face à Druel sur le score net de 4-0. Au classement c'est encore anecdotique à ce moment-là, mais les Toulousaines elles se retrouvent à la seconde place derrière Auch avec 4 points, mais Auch qui compte un match à moins. Donc ce week-end ce sera un court déplacement sur la pelouse de Ramonville qui a toujours pas gagné cette saison. Du côté du centre de formation, pas de défaite pour les U17 et les U19. Donc on va commencer par ceux qui ont fait la meilleure opération du week-end. C'est les U17 qui sont allés gagner 3-1 sur la pelouse de Istres, qui est resté sur 4 victoires consécutives. Donc petite performance de leur part quand même. Ils lancent donc leur saison puisqu'ils restaient englués en milieu de tableau avec 2 défaites et 2 petits nuls. Les U19, eux, ils ont pu faire mieux que nul à domicile face à Nice sur le score de 1 partout. Donc statu quo pour les deux catégories au classement qui se retrouvent en 8e position, respectivement avec 5 points pour les U17 et 6 points pour les U19. Donc au programme ce week-end, c'est la réception de l'AS Béziers pour les U17 et un déplacement sur la pelouse de Istres pour les U19. Et du coup, on va terminer la petite chronique avec le mot sur la réserve qui retrouvera le chemin de la compétition ce week-end avec la réception de Blagnac. Ok, ben merci Nathan pour ces petits tours. Et le Forza Viola, il a fait quoi les gars ? On n'a pas fait tous les résultats. Il y a le Forza Viola a gagné aussi 4-2 contre le CNES. Premier match de championnat, une victoire. Et ça c'est important à préciser. On vous expliquera un peu plus tard, mais c'est une équipe aussi de FSGT, mais on y reviendra en fin d'émission sur l'interview supporter. Mais c'est une victoire de plus pour le club parce que c'est l'équipe de supporters du TEF. Et je pense que Nathan, tu devrais te renseigner sur les semaines à venir sur les résultats du Forza Viola. Ils auront la petite dédicace. Exactement. Allez messieurs, on va passer de suite au retour sur le match Toulouse 3 et il y a des choses à dire. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied ! Ah quel pied ! Oh putain !
Une centaine de supporters étaient présents pour ce match dédié à la mémoire de Brice Taton, un geste très apprécié d'ailleurs par les membres. Est-ce qu'il y en avait autour de cette table qui étaient au match? Moi je sais que j'ai vu Yves, mais vous deux les gars, vous y étiez? Oui, tous les deux. Oui, tout à fait. C'est bien que le club ait fait ça, on peut entamer déjà sur ça. Je trouve que c'est un joli geste de leur part, parce que c'était, on rappelle, un huis clos à la base, et ils ont invité 200 supporters, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, et grosse surprise, quoi, justement, après l'annonce du huis clos, d'apprendre l'invitation des deux groupes auxquels Brice a appartenu. C'est vraiment une belle surprise. Ouais, c'est vrai que c'était très particulier. Je sais pas trop comment vous l'avez vécu, mais moi je sais quand je suis arrivé au stade, je me gare au Parc des Expos, donc je gardais mon habitude, et je suis arrivé, il y avait personne. J'avais l'impression de rejoindre des copains sur un parking pour voir les potes, et en fait non, j'avais vraiment un match du TEF. C'était vraiment très particulier comme sensation. On avait l'impression d'être privilégié un petit peu. Ouais. On avait le stade que pour nous. C'est vrai que c'était spécial. Puis particulier à la télé aussi, parce qu'il y avait quand même une sacrée ambiance. Quand moi je l'ai regardé sur Bein le match du coup, et de se dire que le stade était quasi vide et qu'il y avait quand même une bonne petite ambiance, ça a rendu un bel hommage à Brice aussi. Donc c'était le club a tout réussi, je pense, dans cette opération-là d'inviter le Forza Viola et les Indians à participer au match. Ouais, la reconquête commence aussi par ce genre de petits gestes, on va pas se mentir. Et c'est apprécié, il faut le souligner, parce que c'était bien de leur part. Bon, maintenant on va se plonger dans le sportif, messieurs. Bon, déjà, un match sous la pluie et un vent, c'était vraiment pas évident. Je l'ai mis parce que c'était vraiment très particulier. Puis bon, un bon petit 0-0, quoi. On va pas se mentir, hein. En général, quand il pleut et qu'il y a du vent, il y a rarement des 5-3, mais... vu le scénario du match, oui, un bon petit 0-0, hein, parce il faut rappeler quand même qu'on joue toute la seconde mi-temps quasiment à 10 contre 11. C'était pas ironique quand je dis un bon petit 0-0, parce qu'il y a eu des choses intéressantes. Casa, on a vu des bonnes choses. Ça, c'était Casa. Moi, j'ai vu des choses intéressantes. Le TEF reste invaincu depuis 4 journées. Bon, ça, c'est la petite stat pour se mouiller. Bon, c'est entre nous. On a vu quand même un TEF en difficulté, je trouve, sur les 20 premières minutes. Les Stacks qui avaient quand même le monopole du ballon. Et un TEF qui s'est encore mis, je trouve, un quart d'heure à rentrer un peu dans son match, mais je trouve qu'on a un peu l'habitude depuis le début de ce championnat. On était un peu timide, et puis on a commencé un peu plus à prendre le dessus avec, on a eu des occasions un peu plus franches qu'eux. Et dans cette première mi-temps, si on mène 1-0, je trouve pas ça scandaleux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était un peu stérile la possession de 3. Donc c'est vrai qu'on a eu les plus grosses occasions avec que ce soit les débordements, je sais pas qui c'est qui centre en retrait pour Bayo et Antiste qui arrive pas à la pousser au fond. Sana. Donc sur les côtés ça passait beaucoup, même Machado offensivement il était présent. Et voilà, donc il y a eu pas mal de bonnes choses, et puis il y a surtout le fait, excuse-moi j'étais obligé de le reprendre, mais surtout le fait que ce match-là, je pense que l'an dernier on le perdait, quoi. Compte tenu de la physionomie du match. La deuxième mi-temps, quand j'ai vu Diakité se faire exclure, je me suis dit bon, défensivement déjà qu'on a des carences, ça risque d'être compliqué, mais on a vu une équipe encore plus solide. Même, on était limite meilleur sans lui. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Puis après c'est le fait de repasser à 4 derrière, bon ça je perdure à dire que on est meilleur à 4 derrière, mais voilà, il y a eu des occasions. Moi je dis c'est encourageant de compte tenu de cette seconde mi-temps où ça part un petit peu mal, d'arriver à tenir le score du nul, même si c'était pas flamboyant. Ça montre que cette équipe elle progresse, et c'est encourageant pour la suite. Tu as dit quelque chose qui je trouve intéressant par rapport au passage à 4 derrière. Ce 3-5-2 il s'installe, il est présent chaque semaine. On l'a un petit peu analysé, on veut laisser un peu de temps aussi à Garand parce qu'il installe un système tactique, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand on repasse à 4 derrière, je trouve qu'on est, et même à 10 contre 11, là on est quand même un peu plus flamboyant. On était plus rassurant même, voilà, à 10 en passant à 4 derrière qu'à 3 depuis le début du match à 11, quoi. Donc, Toi, Yves, qui tactiquement est un grand maître tacticien. Grand maître tacticien, je sais pas, mais il y a une première chose qui est bonne à noter, c'est comme tu l'as dit, 4e match sans défaite. Tu relèves ça comme anecdotique, mais ça faisait longtemps. Je ne sais plus qui c'était, mais un grand entraîneur disait qu'à défaut de savoir gagner les matchs, il fallait savoir ne pas les perdre. Ouais. Et au moins là, on les perd pas. On a fait preuve d'un bon état d'esprit avec beaucoup de solidarité. Et je vais venir en contrepoint. J'ai trouvé que le 3-5-2 s'affine de plus en plus. Et qu'en première mi-temps, on a été dangereux et super intéressant, justement dans ce système-là, parce que derrière, ça a beaucoup progressé. J'ai vu beaucoup moins de déchets au niveau de Gabrielsen et Damian, même si
Diakité se loupe et prend ce rouge qui était largement évitable. En première mi-temps, ils ont été plutôt bons les trois, ça a été plutôt intéressant. Parce qu'on commence à trouver des automatismes avec Sana et Machado qui progressent défensivement aussi. Et l'animation défensive est beaucoup plus intéressante. Donc je pense que le 3-5-2, il faut surtout continuer à insister. Et l'inquiétude, elle va découler du débat plus tard. Mais c'est que Diakité sorti, on commence à être très très dépourvu pour jouer derrière. Est-ce que tu penses pas que tactiquement Garand il va commencer ses matchs en 3-5-2, ça je suis d'accord avec toi, je te rejoins qu'il y a des automatismes qui se créent sur un 3-5-2, c'est très long à travailler, hein. Ça se fait pas en 2 semaines, hein. C'est assez long, mais d'avoir aussi ce côté de repasser à 4 et d'être un peu plus intéressant sur les fins de match quand on peut être mené ou qu'on va chercher un résultat, ça peut aussi être intéressant de voir ça dans deux systèmes tactiques en fait. En fait, tu sens que les deux systèmes sont travaillés, qu'il n'y a rien d'improvisé. Quand il repasse à 4, il n'y a pas de l'improvisation, c'est pas sorti du chapeau comme ça. Le système de base, le TEF, jouera en 3-5-2 à mon avis. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Mais par contre, on est fortement capable en fonction des circonstances, là par exemple une expulsion, de réagir et de réajuster les choses. Ou on l'a vu aussi face à Auxerre, de réajuster les choses parce que tu te rends compte que le 3-5-2 ne gêne pas tant que ça l'adversaire et tu bascules sur un autre système pour essayer d'être plus dérangeant. Donc en gros, on s'entête pas tant tactiquement sur une décision en disant c'est celle-là, ça va marcher, on continue, on insiste, mais ça panique pas non plus parce que ça ne marche pas à revenir et à faire marche arrière immédiatement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, mais c'est surtout qu'aussi on débute en 3-5-2, mais pendant le match, Sana repique, revient je vais y arriver. Vas-y, recommence. Sana. Je pense qu'il se remet au milieu et densifie en fait le milieu par moment. Parce qu'il a déjà joué au milieu et qu'il n'est pas mauvais en plus. Il est pas mauvais, ça. Et que du coup, Amiens reprend son rôle initial à droite. Et c'est intéressant. Il y a quelques moments dans le match où justement il repique contrairement à rentre à l'intérieur pour libérer l'espace. Ouais. J'ai travaillé le thème avec mes gamins il y a 2 heures. Contrairement à Machado qui garde son côté gauche en fait. Lui, je l'ai rarement vu revenir au centre. Il y a peut-être moins d'automatisme avec Diakité peut-être aussi. Mais ça te permet d'élargir beaucoup le jeu et d'écarter les défenseurs adverses. Et donc tu as toujours besoin dans une équipe d'avoir un mec qui bouffe la ligne. Ouais. Mais avant on avait Dosevi. Tu regardes les deux bouffes la ligne tout le temps constamment. Ouais, mais t'en as un qui rentre pour essayer d'apporter du plus et t'as l'autre qui reste par contre à écarter et à ouvrir le jeu. C'est un peu ce qu'on avait avec Dosevi et Gradel sur un autre niveau et un autre plan, mais sur les années précédentes. Oui, non mais ça c'est vrai que moi je me suis penché un peu sur ça, sur les phases de 6 mètres pour nous, donc quand on a le ballon, il y a vraiment nos deux pistons, mais c'est pas il y en a un qui vient rentrer à l'intérieur, non, c'est les deux sont largeur au max, après on voit. Après en fonction de là où va la balle, là où ça repique, ça fait des dédoublements, etc. Messieurs, niveau tactique, vous avez remarqué des choses ou pas ? Non, moi j'aime bien le 3-5-2. Ouais. Les pistons apportent pas mal, je trouve, offensivement et dans le jeu, mais après derrière, je trouve que Machado il a un peu de mal défensivement. Bon, il est mieux quand même. Ouais, il progresse, mais défensivement, c'est pas un monstre de défense, mais je le trouve quand même. C'est un vrai contre-attaquant. Ah bah ça c'est pas un défenseur. Voilà. Ça s'affine quand on prend le match face à Grenoble ou face à Grenoble où on se fait bouffer, on prend tous les buts quasiment sur des côtés, sur des centres. Là ça s'affine, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Par exemple Sansana, il était moins fringant offensivement, mais il a bien tenu son côté, donc on voit qu'il y a des améliorations. Il y a Machado qui commence à faire plus d'aller-retour. Bon, il laisse un petit peu d'espace derrière lui quand même. Mais il a du rythme à retrouver aussi. Mais d'ici 1 ou 2 mois, je suis persuadé que le problème viendra pas des pistons. Voilà. Enfin moi je dis que ce sera l'axe le problème, mais c'est déjà encourageant quoi. Et il faut pas oublier que Machado est arrivé il y a 15 jours quand même. Non, bien sûr. Donc, moi personnellement j'ai confiance. Ça sera jamais un monstre de défense, c'est sûr. Mais les pistons et au mieux. Même tu peux le mettre milieu gauche, ça passe largement, tu peux dépanner. Il a un profil un peu à la Tabanou. Mais après, c'est son rôle, c'est quand même de défendre. Qui peut jouer latéral et qui, sur un 3-5-2, a vraiment le profil parce que de défendre, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas sa première consigne, je pense. On lui demande de gérer, on va dire, défensivement, mais sa première consigne, c'est vraiment de se projeter vers l'avant et d'apporter un plus et des centres. Il a un rôle défensif, mais par rapport à son profil, ses qualités, c'est débile de lui demander que oui, voilà, mais ça a déjà quitté justement de coulisser ou même de couper, entre guillemets, derrière, quoi.
Messieurs, il y a une petite stat qui a été sortie par TFC Database là, sur Twitter qui nous a dit qu'on collègue de Comoli. Je m'attendais pas à ça là. Le Comoli sur Wish. 58% des passes réussies pour le TEF contre 80% pour les stacks. Mais ce que je trouve intéressant dans cette stat, c'est qu'il y a 65% contre 35% de possession. Donc on a quand même un taux de passes réussi assez faible côté toulousain. Et pourtant, on a été beaucoup plus dangereux, je trouve, que les stacks. Justement, avant l'exclusion, plus de tirs cadrés aussi, non? Je pense. Il a joué par rapport à l'exclusion. Je pense qu'avant le match, on avait peut-être un nombre de passes réussies. Mais l'exclusion, il a joué. Forcément, on a plus laissé le ballon à l'Estac. Mais c'est vrai que on a été beaucoup plus dangereux par rapport à ça. Mais tu as tout dit en fait. On a un pourcentage de passes beaucoup plus faible, mais on a été plus dangereux. Tout simplement parce qu'on fait des passes qui sont beaucoup plus risquées. On essaye de se projeter, d'apporter du risque. Donc les passes sont plus risquées, elles sont moins sûres et tu en assures moins, donc tu en réussis moins. Mais les 80% de passes réalisées par les stacks, c'est beaucoup des ballons qui ont tourné derrière, sans prise de risque, sans projection vers l'avant. Et forcément, quand tu joues comme ça, c'est pour ça que ces statistiques, en fait, elles veulent rien dire si on n'apporte pas les nuances sur la zone des passes, pourquoi elles ont été ratées. J'aimerais, tu vois, que sur les prochaines stats, et je te rejoins, le nombre de passes en avant réussi ou non d'ailleurs par le TF. Parce que la vraie, c'est ça qui est plus intéressant. C'est le nombre de passes vers l'avant. Parce que moi, je te rejoins sur 3, une possession, mais comme on l'a dit, très stérile. Nous, on allait vite vers l'avant, surtout après, en plus à 10 contre 11, laisse tomber, c'était dès qu'on pouvait faire en 3 passes devant, on y allait, mais ce qui est normal, c'est le jeu. Mais d'avoir la stat, d'ailleurs, si TFC Database, tu nous entends, tu peux nous avoir la petite stat des nombres de passes vers l'avant, là, ça serait peut-être plus intéressant, c'est vrai. Mais c'est le problème de ces sites de statistiques, en général, ils sortent des statistiques à l'appel, mais ils sortent pas les statistiques intéressantes. C'est des statistiques globales faciles, c'est ça, c'est des statistiques globales faciles, mais qui ne veulent rien dire en soi. Le rouge de Diakité, du coup, c'est un tournant du match, messieurs, on est d'accord. Je te vois lever les yeux là-bas. T'es d'accord avec 10 ça? 10 contre 11, c'est plus du tout le même match, quoi. Et encore que, on a failli. Batles l'a dit, il aurait pu perdre. Mais on peut aussi perdre le match. Rien, de côté. Après, il est un peu bête, ce rouge, quoi. Il fait 2 fautes loin de son but, quoi. Franchement, c'est inévitable. Sur le problème de l'inexpérience de cette équipe qui a été renforcée par les recrues. Mais quand on voit le rouge de Adli aussi à Clermont, on sent que ces jeunes, ils sont c'est pas qu'ils sont pas capables de gérer la pression, mais sur certains moments, ils n'ont pas la lucidité d'aller à l'expérience et de pas faire des fautes loin de leur but qui sont évitables. Alors il n'y a pas un signe égal entre le rouge d'Adli et celui de Diakité quand même, parce que Adli c'est de l'engagement, mais il n'y a pas de volonté de faire mal, c'est la nouvelle règle. Je suis pas certain qu'on voit beaucoup de mecs expulsés dans la même situation. D'ailleurs, grâce à toi, grâce à ce que tu nous as dit, moi, les gamins que j'entraîne, je leur ai dit, ballon à 80 cm, allez-y, c'est carton rouge de toute façon, donc mettez la tête, c'est ça, on aura davantage. Par contre, Diakité, le premier jaune est très sévère. Ouais. Le second, il est en retard, c'est maladroit, mais c'est pas de la mauvaise agressivité en fait. Ouais, ça joue le ballon, mais c'est pas de la méchanceté. Donc, à part ça, je suis pas certain non plus que sur la deuxième faute, il y ait des cartons jaunes à tous les coups. Voilà. Messieurs, ce match aussi était un peu, pour finir sur tout ça, était un petit peu terni, j'ai envie de dire, par rapport à Beansport, l'extra sportif encore, donc qui ont, pour les citer, à la fin du match mis un nul à tâtons, donc par rapport à l'hommage à Brice Tâton, etc. Donc le passage des excuses ont été faites hier dans le Maxi League 2, donc ça a été dit, nous avons pendant et après le match Toulouse 3 rendu hommage à Pierre Brice Tâton. Lors de débriefing de ce match, nous avons titré un nul à tâtons. L'idée de souligner la performance courageuse des Toulousains en infériorité numérique et rendre un nouvel hommage à Brice. Certains n'ont pas reçu la démarche comme telle, ont pu se sentir blessés. Notre acte est évidemment pas notre intention. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont pu se sentir heurtés. Alors, soit à la com chez Beansport, ils sont idiots, mais à un niveau pas possible, soit il y a un côté un peu faux cul là-dedans, parce que je vois pas à quel moment tu peux imaginer que tenter un jeu de mots foireux sur le nom de Brice, ça puisse être vu comme un hommage et perçu comme un hommage par quelqu'un. On a des supporters du TEF autour de la table, vous avez été choqués par ça ou pas? Sur Twitter, il y a un mec qui a dit non mais moi j'ai trouvé ça beau. Mais est-ce que vous avez été choqué, vous qui l'avez connu déjà, ça vous a choqué ça ou pas?
choqué, c'est pas le terme. Non plus. C'est pas le terme choqué, mais c'est juste, comme disait Yves, j'espère que c'est une grosse maladresse. Vraiment, ouais. Bon, pas, même les excuses pas sont un peu, je trouve. Mais tu sais, je sais pas si Guillaume et Jérémy suivent beaucoup les réseaux sociaux. Moi, j'ai été presque plus choqué par la récupération de certains qui sont derrière venus dire regardez, on a fait signe à Beansport, ils nous ont écoutés, ils font des excuses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'imagine que vous avez reçu le mail du club. En fait, Beansport fait des excuses parce que le club immédiatement après le match contacte Beansport pour leur dire là vous avez merdé, il va falloir faire quelque chose. Et quand je vois beaucoup de comptes, de sites réclamer presque la paternité de ces excuses, ça me dérange encore plus en fait que l'erreur de Beansport qui a voulu tenter un jeu de mots et qui s'est planté lamentablement. Allez, les stagiaires à Bean. Allez, les tops et les flops de ce match, messieurs, pour vous, moi en top, j'avais mis Gabrielsen, les Indians et De Jager. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous en rajoutez un autre, vous en enlevez un peut-être? Ouais, j'aurais peut-être pas mis De Jager. Alors, je suis d'accord avec tes tops. Gabrielsen qui a été solide. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le rock central être aussi solide depuis ce début de saison. Donc on a retrouvé un peu le Gabrielsen d'avant le confinement, je trouve, qui était un peu rassurant. Après les Indians, au top, pareil, entièrement d'accord avec toi. Les Indians, c'est supporter fort aussi. C'est un terme général, les gars. Moi j'aurais mis Dupé aussi, qui a sorti quelques... Ouais, moi c'est ballon au pied, je peux pas. Quelques interventions. Ouais, je peux pas mettre en top par quelques interventions. Sauf sa parade. De Jaguar, ça s'entend aussi, mais voilà, le 0-0, on arrive à le tenir aussi grâce à la défense et au gardien. Donc voilà, j'aurais mis Dupé dans les tops. Ok. Mike, t'es d'accord avec ça? Ouais, moi j'arrive pas trop à en sortir un, mais De Jagereux, je suis complètement fan en fait. C'est pas mal, hein? Moi, je suis complètement fan de ce hein. gars. On va y venir au débat, mais c'est pas mal, ouais. Il est filou, tu sais, c'est exactement ce qui nous manquait en fait. C'est un pitbull un peu, il lâche pas un morceau. Mais je reste encore sur le penalty qui provoquait contre Auxerre, et franchement c'est pile poil ce qu'il nous faut quoi, en fait. Un mec d'expérience comme ça, c'est super. Les flops, j'ai mis le système tactique de Garand, mais non, justement. Ouais, non, après tout ce qu'on a dit. Mais après, je t'avoue, les flops, je les ai fait un peu à l'arrache. Mais Jack, ça y est, tu vois plus de négatif là, ça y est. Non, mais je les ai fait à l'arrache. J'ai mis un truc comme ça, la première idée qui m'est passée dessus, mais au final, vous m'avez convaincu et même moi, je me suis auto-convaincu. Mais Diakité, pour son carton rouge. Ouais, Diakité, je suis d'accord avec toi parce que il est toujours pas serein non plus. Hein. On sent que c'est lui qui est le plus en difficulté pour le moment derrière. Ouais. Parce que Morera aurait presque mérité d'être dans les tops en fait. Parce que moi j'étais sur les flops là, mais putain, je me suis dit il est présent. Il est là, il est présent, et puis vu là d'où il partait, c'était pas gagné d'avance. Donc ouais, Diakité effectivement, et malheureusement parce que ça commence à se voir un peu, Vakumbayo. et sur ce match-là, je suis désolé pour lui, mais Janis Santiste qui a pas été bon. Ouais. Il le reconnaît, qui est vraiment passé à travers. Il le reconnaît. C'est très bien, ça lui permettra d'évoluer, mais on est obligé de le souligner, aussi. C'est un tel potentiel, t'es obligé de le faire remarquer quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est pareil que VDB l'a mis VDB. Tu sens qu'il a tellement de choses à apporter, et en fait, ça, je sais pas. Là, il y a un peu pas ce qui se passe là. Il a un peu ralenti le jeu. Après, les conditions climatiques n'ont pas joué pour lui, mais les coups de pied arrêtés n'étaient pas très bien. Il y a surtout une occasion qui se loupe aux 18 mètres, là où il a un ballon qui arrive. Tu dois au moins la cadrer, mais il la met. Non, il manque d'automatisme encore pour être vraiment intéressant. Tu sens qu'il est obligé à chaque fois de faire une touche de plus pour comprendre ce que prévoit et ce que font ses partenaires. C'est un bon joueur de foot quand même. Oui, bien sûr. Là au milieu, Manu Koné, De Jagereux et Van Den Boomen, c'est vraiment pas mal. Ça joue au foot. C'est vraiment. Je sais pas où on va le mettre le nouveau d'ailleurs. Sur le banc pour le moment, à mon avis, c'est un joueur de complément, parce qu'on manque de joueurs de complément, mais ça on verra après.
Allez messieurs, on va passer un petit son, enfin une petite pause musicale avant qu'on enchaîne sur les débats, qui sera un bilan du Mercato. Là on aura pas mal de choses à dire, puis la présentation un peu plus du Forza Viola. On écoute Bon à rien de Kiff, c'est ça Yves? Les Shérifs. Les Shérifs. Les Shérifs. Kiff, n'importe quoi. Ça va être du Kiff, mais c'est les Shérifs. Groupe de Montpellier à qui on rend un petit hommage puisque leur guitariste historique est décédé. Demandez pas tenter un coup, je pourrais me foutre un coup. J'ai bien dépassé le quart de siècle, mais je roule à mobilette. Et tout le monde me tient le même discours. Tu me fais penser à des vieux jours. Et que bon à rien, 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 bon à rien. Et la seule chose qui m'importe, oh c'est toi qui me l'apporte. Et la seule chose qui m'importe, la musique la rend plus forte. Et tout le monde me tient le même discours. Tu me fais penser à tes vieux jours. Et qu'un bon à rien, 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 bon à rien. Allez, on est de retour dans la feuille de match FDM Toulouse avec la 10, les violets, et le Forza Viola et la feuille de match, bien sûr. Que du monde. Ouais, il y a du monde aujourd'hui, il y a du beau monde encore aujourd'hui. Comme chaque année, comme toute l'année, j'ai envie de te dire, Nathan. On va passer au débat. Donc, bilan du Mercato, vos avis, est-ce que vous êtes satisfait? Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Eh oui, ça passe par bien défendre, messieurs. Pérenniser, ça passe par avoir un axial dans l'effectif. Est-ce qu'au Forza Viola, on a des discours d'entraîneurs aussi poignants que ceux qu'on a dans nos jingles? Ah oui, il y a mieux. Il y a mieux, faut envoyer les bandes son, les gars. Maintenant, ils s'en occupent après. Allez, messieurs, le Mercato, on va faire un petit point. On va faire les arrivées d'entrée, c'est ce qui va le plus nous intéresser, je pense. Je vais tous les citer et après on va s'arrêter un peu dessus, on va reprendre un peu chacun, mais on va faire un petit bilan général. Donc Kassongo Samuel, 18 ans, des Young Boys de Berne, oh là là, ça va être sympa la prononciation, qui vient d'arriver, donc un petit jeune qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra je pense plus tard. David Machado qui est arrivé de la Gantoise, qui est arrivé libre. De Jagereux de la Gantoise avec une option d'achat. Il est qui est arrivé pour environ entre 500 000 et 1 million, c'est pas trop, du MK Dons, donc c'est un attaquant. Steven Mvoué qui est de l'Azur Star Yaoundé, qui a signé son contrat pro, son premier contrat pro, pareil, un petit jeune de 18 ans qu'on verra peut-être sûrement un peu plus tard. Maxime Dupé de Nantes pour 500 000 euros. Van Den Boomen de Graf Chap pour 350 000 euros. Bakun Bayo du Celtic, un prêt avec option d'achat. Et le petit nouveau, alors là la prononciation, je suis désolé, Spearing. On va appeler, voilà, Spearing de Sofia.
Chiffre très approximatif, et j'insiste sur ça, environ une dépense de 2 millions d'euros. Donc un mercato, le panic buy. Franchement, pas trop cher. Tout ça, 2 millions d'euros. Franchement, il y a quand même du monde. Messieurs, par rapport à toutes ces arrivées, lequel pour vous la plus grosse satisfaction pour le moment, ou même avant d'aller arriver là, on va commencer dès le début. Déjà, est-ce que ce mercato vous plaît, ces arrivées vous plaisent, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Moi, entièrement. Après moi, entièrement. Il y a encore des choses à revoir. Moi, je vais plus parler de ce secteur du milieu de terrain que je trouve qui a été bien fourni, avec ce milieu qui manquait d'expérience, qui était un petit peu jeune, avec les Koné, les Adli, qui sont pourtant très prometteurs et encore aujourd'hui qui ont leur place dans l'équipe et dans l'effectif. Mais ça manquait, comme l'a souligné tout à l'heure Mike, de vice, d'expérience. On l'a vu sur les premiers matchs avec Van den Boomen qui avait une vision du jeu qu'on ne trouvait pas forcément chez les jeunes. De Jagereux qui a cette partie-là de vice, qui est un bulldog sur le terrain, qui est toujours là pour chercher la faute qu'il faut, qui a énormément d'expérience aussi. Donc moi je trouve que ce secteur du milieu de terrain a été plutôt bien fourni pour le moment. Voilà. Après moi j'ai toujours un petit peu de mal avec le secteur défensif qui je pense que tout le monde va se rejoindre sur le fait que c'est un petit peu l'inconnu pour le moment. Mais voilà, après globalement je trouve que c'est du bon travail qui a été fait par la cellule de recrutement et par Comoli. Donc voilà, maintenant seul le temps permettra de juger les performances. Il a tout dit. Non mais c'est vrai, ça veut dire. À part le central derrière, parce que là quand t'as un blessé ou Dia qui t'est suspendu, tu joues avec Rogel. Si peut-être ça change. Ouais, voilà, un jeune, mais après on est un peu dépourvu quoi. Mike, t'es Jagereux, apparemment t'es fan. Ouais, complètement. Mais après c'est un peu, je suis un vieux fan, hein, parce que oui, non, mais bien sûr, il vient d'arriver, il peut nous péter dans les doigts dans 2 semaines. On connaît les mecs qui disparaissent, on les voit plus. Il était bon lui, il est où? Non, en fait le mercato pour moi c'est aussi les départs. Et fais la transition de départ. Ah, excuse-moi. Non, vas-y. J'y vais trop vite. Non, pas du tout. Mais en tout cas, la satisfaction de mon côté, c'est qu'on a viré les traumatisés. Et c'était important pour un nouveau cycle de sortir certaines têtes. Le dernier en date, Mister Sangaré. Ça, c'était pas Liverpool, du coup, c'est une bonne. Mais comme le PSG, mais c'est fait avec un V à la fin, du coup. Ouais. Bon, le papier, c'est sympa après quand même. Donc, non, le groupe, franchement, est intéressant. Après, moi, j'aurais été Comoli, j'aurais été bien plus dépensier, mais c'est parce que je suis un enfant gâté, moi. Parce que je suis endetté, en fait. Non, mais franchement, après, je sais pas, peut-être qu'il a en tête, tu vois. Un autre projet. Bah, l'année prochaine le budget sera pas le même, peut-être qu'il met un peu de côté pour l'année prochaine, je sais pas, en cas de si on monte pas, je sais pas, mais en tout cas avec 2 millions d'euros et ce que les nouveaux ont montré, franchement c'est pas mal quand même. Puis on a l'air d'avoir quand même du mental, t'as dit, on s'est débarrassé des traumatisés, puis même ceux qui sont restés, même Morera qui envoie quand même du positif dans son comportement. On a quand même un semblant de groupe qui semble motivé pour avancer dans le même sens. Les récupérables. Mais la saison dernière, quand tu écoutais les discours de Morera à chaque fois il intervenait et où il prenait la parole. J'en ai en tête, je sais pas, radiophonique. Après match à Nice, Morera était toujours dans la réaction, dans la lucidité, mais dans l'envie de dire on n'a pas fait ce qu'il fallait, il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Donc l'état d'esprit était présent chez Morera, là où il manquait chez beaucoup de joueurs. Il avait été capitaine l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Non, je crois pas, non. Pas sur un match ou deux. Peut-être sur un match ou deux, mais il sort le fameux on est des. Il n'était pas capitaine là? Non, il me semble pas. Ah, je suis pas certain, mais il me semble pas. J'appelle le peuple toulousain à vérifier ça. Donc voilà, mais après sur le mercato, ceux qui voulaient partir sont partis. Déjà ça c'est super important dans un groupe. Et ceux qui sont là ont envie d'être là et ceux qui sont venus avaient envie de venir. Donc c'est surtout ça que je retiens. C'est que tu ne vois pas de mecs qui sont là par défaut parce qu'ils n'avaient pas d'autres projets, parce que voilà, ils sont venus pour un projet. Après, les profils qui ont été recrutés, ça a vraiment été recruté dans l'idée on monte une équipe de Ligue 2. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de dépenses, parce qu'on sait d'ores et déjà que si on remonte, il va falloir apporter énormément de renforts et de l'argent est déjà mis dans le bas de laine
dans cet objectif, à mon avis. D'ailleurs, pour les départs, parce qu'on en a parlé, Goncalves en prêt au Mans, ça on avait dit la semaine dernière, donc sans option, très important. C'est une très bonne chose. Lui, on peut le faire jouer pour le récupérer plus tard. René à Dijon pour 500 millions à peu près, Silla en prêt avec option d'achat. Pas Lens, Dijon, à Nîmes. Oui, à René. Pardon, oui, excuse-moi, j'ai marqué Dijon. C'est 500 millions. Il y a personne qui me l'a dit quand même. 500 millions, ça fait beaucoup pour René. 500 000, pardon. À Nîmes, désolé. Ça fait cher la banane, hein. Mais il vient de Dijon, donc bon. Silla en prêt avec option d'achat à Lens, Boisgard à Lorient pour environ 2 millions, Sangaré à Eindhoven pour 9, Jean à Lens pour 1,2 million, Gratel gratuit, et la petite nouveauté, Bostock a été libéré de son contrat. Et alors là, juste, mais ça c'est un petit kiff perso, mais j'ai vu des gens qui étaient étonnés et choqués de ça. Ça vous choque, vous? Mais moi je pars du principe que si on va chercher un inconnu, t'avais quand même Bostock dans ton effectif qui avait ce rôle de 6, quoi, tu vois. Je sais pas combien il a mis sur le. Il est inconnu au bataillon, il a pas fait un match complet au TFC depuis à peu près un an. Enfin, Bostock a fait 6 mois, et encore j'exagère, 3 bons mois en Ligue 2 à Lens. Derrière, du potentiel parce qu'il avait été élu meilleur joueur de Ligue 2 sur 3 mois de Ligue 2. Oui, non, mais sur le reste, il a été nul. Sur 3 mois quand même. Trop irrégulier, on a besoin de stabilité, merci. Heureusement que t'es là. Toi. Ouais, c'est mal. C'est pas toujours bon, mais. Par contre, quid de Moubélé? Oui, il est toujours là. Quid de attends, il y a qui aussi? Rogel. Rogel. Les Yaïseka. Alors après, attention parce que le mercato est pas totalement fini. On peut recruter encore des jokers ou joker médical. Donc il y a aussi d'autres mercatos qui sont pas encore finis. Donc Léa Iseka ou Rogel, et tu peux recruter encore des joueurs libres. Exactement, sans contrat. Alors, tu peux recruter sans contrat, un joker dans le même championnat et un joker médical si le joueur est blessé de plus de 3 mois. Tu pourras pas aligner les deux mêmes noms sur la feuille de match avec un délai de 3 mois. Donc en gros, tu fais une élongation, tu recrutes un joueur médical, au bout de 8 semaines, tu pourras pas mettre les deux sur la feuille de match. Il se fait un croisé pendant 6 mois, là tu peux recruter un joker médical. C'est les seuls. Donc là on a le droit à un joker parce que Saïd est. Joker, tu as le droit. Alors Saïd s'était fait pas un perdre du mercato, donc je pense pas, je sais pas, là j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais s'il y a un nouveau Saïd qui arrive là, tu auras droit à un joker médical. Tu peux aussi recruter un joueur du championnat, donc en France, Ligue 1, Ligue 2 nationale ou libre comme l'a souligné Yves. Chiffre approximatif, encore une nouvelle fois, et j'insiste vraiment sur ça, 12,7 millions de recettes. Si on fait le petit maillot de tout ça, ça nous fait un plus 10 millions quand même sur le mercato. Plus 10 millions 7. Pour l'enveloppe de l'année prochaine, ça. Ouais, pour l'enveloppe de l'année prochaine, pour les frais courants du club, pour l'enveloppe au mercato d'hiver, pour réajuster l'effectif s'il y a besoin. Il y a encore pas mal de choses à voir, quoi. Là, il y a des bons profils libres. Hein. Il y a Bostock, par exemple. Moreira, t'es bien capitaine, Yves. Quand tu sors là, déclare. D'accord. C'est le seul match. Voilà, c'est pour ça que je m'en souviens. Oui. Ouais, tu sais, dans les profils de joueurs libres, quand on parle de défenseurs centraux, alors il y en a sûrement qui vont sauter au plafond parce qu'ils se souviennent de ses performances moyennes à Lyon, mais pour de la Ligue 2, ça pourrait le faire. T'as un Mapou Yangambiwa qui est totalement libre et au chômage. Hein. Le salaire, peut-être, non? Le salaire, ouais, mais sauf que le salaire, tu sais, maintenant le mercato est fini, il est au chômage. Les mecs, ils vont commencer à se demander, à se précipiter un peu s'ils n'ont pas eu d'offre, à prendre la première offre qui va passer, quoi. On a discuté avec nous, Forza, oui. Tu prends Forza, c'est bon, ça passe. Tu prends Mapou. C'est international, quand même. Ça dépend le salaire. Ça fait un moment qu'il est au chômage, non? Non, il était sous contrat à Lyon, je crois, pendant 4-5 ans. Mais il était à Lyon, mais il était en réserve, voilà, au placard. Et on en discutait avec Yves tout à l'heure. En plus, on disait, il a la trentaine, le début de la trentaine, il doit avoir 31 ans à tout casser. Ah oui, donc c'est toujours au début, en termes de joker de luxe, au début, le temps qu'il se refasse un petit peu une condition physique au top. Dans un effectif, si c'est pas trop gourmand niveau salaire, c'est toujours intéressant d'avoir un profil comme ça. Moi je pense qu'ils le feront pas parce qu'ils veulent tellement pousser Rouault, c'est obligé. Il a 31 ans, ouais. Ça barre complètement l'arrivée d'un nouveau décès, ça bloquerait complètement Rouault. Parce qu'il a débuté très jeune à Rouault aussi. Ça bloquerait complètement Rouault. Aujourd'hui, on joue avec 3 centraux et on en a 2 sur le banc si on compte Rouault. On a Rouault et Rogel. Ça veut dire que t'as pas doublé les postes. Un, du coup. T'as pas doublé les postes. Je serais pas aussi catégorique parce que je suis certain que Rogel, quand on voit sa pré-saison l'année dernière, si tu le mets dans une équipe qui tourne avec un peu de confiance, ce sera mieux que l'absence de cadeau qu'on lui a fait l'année dernière quand même. Faut pas oublier qu'il se pète d'entrée, qu'on l'oblige à revenir très vite
parce qu'il y a personne et que derrière on retient sa boulette. On lui laisse une seconde chance. Voilà, mais s'il court pas, il est bon. Ouais, j'ai un peu de mal à condamner des joueurs comme ça qui sont dans une équipe avec une spirale négative, qui n'ont pas eu de temps d'adaptation, qui a jamais joué avec 2 fois le même partenaire à côté. Ça fait beaucoup de handicap quand même, donc j'aimerais bien le voir dans une défense un peu stable, tu vois. Pourquoi pas. Écoute, il est là, il va bien falloir peut-être qu'il joue. C'est ça. Je dis pas qu'il sera bon, mais je pense que ce qu'on a vu, c'est pas vraiment le niveau qu'il a. Ça c'est probable, Comolli quand même qui nous fait un recrutement spécial data. On va pas se mentir. D'ailleurs, il y a notre chef de la cellule de recrutement qui est parti suite à ça, pas en accord avec. C'est Comolli, le chef de la cellule. C'est lui qui a tout géré de A à Z. Il est pas à l'aise avec les manettes. Ça vous parle là, cette data? Est-ce que vous le ressentez dans les joueurs qu'on a pris ou pas? Un petit peu, vu le profil des joueurs, c'est pas des joueurs qu'on serait allé chercher les années précédentes, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc après, si c'est payant, franchement, pour l'instant, les profils ils sont sympas, donc faut voir. Ouais, après je reste convaincu de Mercato sur état d'esprit. Enfin, c'est vraiment sur l'état d'esprit que ça va se faire. Il faut laisser du temps un peu au groupe pour se faire, au fameux 3-5-2 aussi à mettre en place et bon, ça devrait rouler quand même. Et on dit un mercato spécial data, mais moi je reviens, Guillaume et Jérémy étaient là quand on a rencontré Comolli à sa prise de fonction. Il a bien insisté sur le fait que pour lui, les vidéos, etc., tout le monde les avait, et qu'il se penchait plus sur le professionnalisme des joueurs, sur leur entourage, sur leur style de vie, que donc de réduire ça à de la data. Voilà, après la data aujourd'hui, c'est une donnée qui existe, qui est très utilisée dans beaucoup de sports. Ouais, c'est ça. Dans énormément de sports, qui est au football américain, il travaille quasiment qu'avec ça. Au baseball, il travaille quasiment qu'avec ça. Au basket, il travaille énormément avec ça. Donc, je pense que c'est transposable au football. Et sur ce qu'on a vu des recrues qui ont été faites, ça reste prometteur. C'est ça, voilà. C'est la complémentarité qui m'intéresse. On n'a pas l'impression d'avoir de gros loupés. Et on se rend compte qu'en plus, comme tu le disais, les joueurs sont complémentaires les uns avec les autres. Et que, tu vois, on a 2 mecs sur les côtés, Sana et Machado, qui amènent des centres. On a Vakumbayo qui prend beaucoup de ballons de la tête. Alors, il n'est pas forcément décisif à chaque coup, mais enfin, je rappellerai à ceux qui maintenant voudraient le brûler que après son premier match à Grenoble, c'était le meilleur du monde parce c'était le nouveau Beto Marsico. C'est ça. Donc voilà. Après, Beto, il a fait le même début. Bon, il a des qualités, il faut juste maintenant s'en servir et le cadrer en fait. C'est ça. Il faut pas oublier que c'est des jeunes joueurs qui s'adaptent à la Ligue 2. Plus jeune effectif, voilà. ouais. Donc, jeune effectif. Allez, vas-y, Mike. Juste pour rebondir sur ce que disait Yves, boing. En fait, il y a vraiment une hypocrisie autour de ça, la data et Comolli. On le parodie un peu, on en fait le président data. Alors oui, il utilise beaucoup les data, mais comme Yves le dit, il y a énormément de clubs qui ne le déclarent pas, mais qui fonctionnent qu'avec ça. Voilà, et des logiciels de... Il y a même des clubs qui fonctionnent avec Football Manager. Ouais. Alors. Oui, c'est vrai. Nous, avant Comolli, je crois. Je pense que c'était un peu le délire. Mais en même temps, on avait acheté une version piratée à Arnaud Bernard. J'ai des bons joueurs à lui proposer. Champion d'Europe avec le tablé. Après, des bases de données de joueurs et tout, mais il y en a plusieurs. Et c'est juste que Comolli a la sienne et qu'il la connaît bien et qu'il la maîtrise. Et voilà, mais il faut arrêter de dire c'est le président data, c'est pas le seul du tout à faire ça, quoi. Mais ça a été un précurseur quand même dans l'utilisation des data, donc c'est pour ça qu'il est vu comme ça en fait. Il y avait des petits sondages sur Twitter qu'on avait fait avec la feuille de match. Il y avait 50 et quelques pourcents qui étaient mitigés du recrutement et d'autres qui étaient satisfaits et pas satisfaits. Ça se jouait un peu un match nul entre les deux. Là, si j'entends un peu tout le monde, on est quand même globalement satisfait, intéressé, j'ai même envie de dire. Ouais, je te dirais plus mitigé. Mitigé parce que c'est très bon sur ce qui a été fait, mais il y a des gros manquements sur certains postes, comme on le disait. La défense centrale. Donc voilà, c'est pour ça que ce serait mitigé. Ça a l'air d'avoir été tellement réussi sur ce qui a été fait qu'on en vient à regretter qu'ils aient pas effectivement fait
le joueur par ligne qui demandait, qu'ils annonçaient, et surtout derrière en fait, parce que devant je pense qu'on a matière à faire quelque chose, mais derrière on manque un peu de profondeur. Parce que si Machado est blessé, on fait quoi? On rappelle Gonçalves du Mans, voilà. Bah non, parce que c'est pas la peine. Mais Morera, mais si ça n'aille pas, tu vois ce que je veux dire, pas sur les côtés, on crée. C'est vrai qu'à gauche, il n'y a pas Goyer, Gonçalves c'est plus là, c'est vrai que. Ouais. Parce qu'en central, t'as encore Roger Roux. Tu repasses à 4, je pense. Tu repasses à 4 avec un Amiens qui décale à gauche. Tu te fais chier à mettre un truc en place, tu vas pas le détruire juste parce qu'il y a un blessé, tu vois. On connaît pas le profil de Spearings qui arrive. Il est pas milieu, lui. Il est annoncé milieu, mais tu sais, on nous a tellement annoncé des joueurs. Maxwell Cornet est censé être un attaquant. Bounassar aussi. Je l'embrasse. Donc voilà, c'est pour ça que on peut rien affirmer, quoi. Allez, messieurs, on va passer au moment de nos deux invités. Nous, on a déjà assez parlé, on nous a pas assez entendu, donc ça va être le moment de l'interview. Super. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. J'étais en train de célébrer le but d'Elmander, désolé. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Forza Viola? Qu'est-ce que c'est? Le Forza Viola, c'est l'équipe officielle des supporters du TEF. Okay. Donc, voilà, ça c'est la définition qu'on trouverait dans le dictionnaire. Après, je dirais plus. Alors avec Jérémy, on n'est pas membre fondateur. Hein. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années là qu'on y est, et on a repris la présidence l'année dernière. Et en gros, c'est plus à la base, c'était une bande de copains supporters du TEF et qui se sont dit on va se faire une équipe, on est tous à la fac, on est étudiants, on a le temps, on peut s'occuper d'une équipe de foot, et ils ont créé ça, quoi. Il y a 18 ans. Hein, donc, 18 ans d'existence, en 2003. La dernière année des deux, justement. Ouais. Ah, c'est pas. Je savais que c'était vieux entre guillemets, mais 18 ans, c'est sa majorité, les gars. Parce que le permis et tout là. C'est ça. Vous l'alcool? Ça, je suis pas sûr qu'ils attendent 18 ans, mais bon. FSGT, du coup, championnat. C'est ça. Quelle division, messieurs? Promotion Excellence. Du coup, le deuxième niveau, en fait. Ok. Sur 5. Oh, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est FSGT à 11. Et on gravite toujours entre 3e, 2e. Avec des petites ambitions de première cette année. On va y venir peut-être après, mais. Non, maintenant, c'est quoi les ambitions? Comuni vous a dit quoi là, les ambitions? Il nous a dit il faut monter, les gars. Si on monte, vous montez, quoi. Il leur a dit je vous prête Rogel si vous avez besoin. Ils ont dit non. Il voulait ma poule. Non, c'est la place à Jérém, donc non, on l'a pas voulu. C'est ça. Non, l'ambition, c'est la Coupe de France. Ah, faire un tour à l'extérieur, ouais, voilà. Comment ça se passe la Coupe de France en FSGT, messieurs? Phase de poule là pour l'instant. Ouais. Et une fois qu'on sort des poules, on peut tomber contre des équipes région parisienne. Paris, Marseille. Ouais. C'est très, il faut savoir que la FSGT est quand même beaucoup plus ancrée à Paris et Marseille. Et elle commence un petit peu à Toulouse. Il y a un peu 2-3 équipes qui commencent à tourner à Rodez là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup ancré Paris-Marseille. Dans les demi-finales de Coupe de France, si je dis pas de bêtises, se joue à Paris. Ça dépend en fait des équipes. Ça peut se jouer aussi à Marseille. Par contre, Paris, il y a un sacré niveau. Nous, on a affronté plusieurs fois des équipes parisiennes. Ça n'a rien à voir. Enfin, il y a quand même une question fondamentale, les gars. On parle de championnat FSGT, mais pour le commun des mortels, c'est quoi la FSGT? C'est la fédération sportive et gymnique du travail. Donc c'est ce qu'on appelait à l'époque les équipes corpo. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais quoi, je vais même le faire en direct. La feuille de match a lancé une nouvelle émission qui va dans les clubs, et il y a une émission FSGT qui va arriver avec sûrement Passeport, le SNT, et du coup est-ce que le Forza Viola nous fera le plaisir d'être avec nous? C'est une invitation en direct que je fais. Avec plaisir, hein. C'est comme si j'étais dit on va boire un verre. Ah merde, non, il est 22h. Mais comme ça, avec plaisir. Là, on va vraiment pouvoir approfondir sur la FSGT et on pourra expliquer tout ça. C'est ça.
Bon, du coup, cette année, les ambitions, c'est la montée. Moi, c'est une question. Comment on recrute au Forza Viola? Ouais, on a la carte abonnée ou pas? Ouais, bientôt, il est clôturé. Ça y est, il est clôturé. C'est la carte abonnée ou on recrute on a sollicité, ça fait 2 ans qu'on sollicite l'aide du TFC. Donc, ils publient une annonce sur leur site et sur les réseaux. Ce qui fonctionne pas trop mal, vu que ça nous attire pas mal de supporters du TEF. Et du coup, un peu comme Comoli, nous on se base plutôt sur l'état d'esprit. Non, nous c'est l'état d'esprit. Pas assez, quoi. Mais c'est vraiment l'état d'esprit quoi, qui compte. Si on mange trop de kebab comme moi, ça passe ou pas? Mais bien sûr. C'est quoi l'état d'esprit du coup? En gros, si tu manges trop de kebab, faut que tu payes plus de bière aux autres qui auront couru à ta place. Dans les buts, pour éponger le kebab. C'est quoi l'état d'esprit? C'est nous, notre mot d'ordre, c'est le fair play, en dehors comme sur le terrain. Et après c'est l'esprit donc autour du TEF et le côté voilà, nous on veut une équipe de copains. On pense que si on s'entend en dehors du terrain, on peut que bien jouer ensemble sur le terrain après. Et ça c'est notre base. Vous jouez au stadium d'ailleurs? Oui, sur les terrains annexes. Gros avantage. Donc ça c'est le club ou la mairie qui vous... C'est la mairie, mais c'est le club qui nous appuie. Ouais. C'est grâce au club en fait. Ça c'est cool ça. C'est excellent. Ouais. C'est peut-être, mais c'est compliqué d'avoir des créneaux. C'est très compliqué, oui. Il y a, je crois qu'en FSGT 11, foot à 11, il y a 3 équipes qui ont un terrain sur la région toulousaine. Oui. Et nous, à côté nous on avait les vestiaires. Bon, Covid oblige, mais on avait les vestiaires dans le stadium. On a même un créneau d'entraînement, ce qui est très très rare. Ah oui, c'est royal. Ouais. Ça c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est royal. Ouais. Créneau d'entraînement le lundi et match le jeudi. Tu vois, nous, je joue dans un club à Toulouse-Nord, on vient de négocier un terrain à Villeneuve-Tolosane. Donc, c'est pour vous dire à peu près la problématique du truc. Non, donc, c'est pour ça que c'est sur la route, c'est nickel. C'est la vie que tu as choisi de mener. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que c'est très compliqué de trouver un terrain. Donc, c'est vrai que c'est un sacré avantage de jouer au stadium. Et puis, c'est sympa aussi pour les équipes qui vous affrontent de venir jouer au stadium. Leurs matchs à l'extérieur, nous, les matchs à l'extérieur, en fait, on les joue chez nous, quoi. Au final. Mais ils aiment bien, ouais. Quand tu es supporter du TEF, les premiers matchs que tu fais à côté du stadium, c'est cool, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est sympa. clair. Puis l'appui du club, franchement, c'est. Et du coup, c'est quoi les rapports que vous entretenez avec le club? Et bien alors jusqu'à l'année dernière, c'était quand même assez faible, hein. Mais là du coup avec nous on a repris avec la reprise de la présidence, on a repris justement ce côté-là. On a un membre qui était à l'époque à la communication du TEF qui nous aide aussi beaucoup. Et là on a repris des relations en fait avec le club et à fond puisqu'on organise on va organiser un match contre les administrateurs du TEF, les salariés, les administratifs. Les gars, fait Panchi quand même. Il y a Panchi. Ça joue. Alors à l'époque, il y avait des très très bonnes relations avec le club, vu qu'il y avait même Bancarel qui a joué au Forza Viola. Il faisait des matchs amicaux régulièrement, dont un sur la pelouse du stadium. Ah oui, chouette. Et c'est vrai qu'avec le temps, mais ça c'est un peu. Là pour l'hommage à Brice, par exemple, c'est vous qui avez démarché le club ou c'est le club qui est venu vers vous? Non, c'est le club. Ouais, d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de Brice, c'est un membre des Forza, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui. C'est lui, du coup, il fait partie des fondateurs, puisqu'il a été trésorier au début. Après, nous, on l'a connu, en fait, quand on était Indians, quoi. D'accord. Puisqu'on est arrivé après au Forza Viola. Mais du coup, on nous en parle. C'est ce qu'on essaie de faire passer justement au nouveau. À chaque fois, on parle de Brice en début de saison, pour faire vivre un peu le souvenir et. Ouais, parce que ça se perde pas, quoi. Ce qui est logique, ce qui est normal. Ouais. J'ai vu que d'ailleurs vous avez même joué avec des maillots floqués Brice, si je dis pas de bêtises. C'est ceux de l'année dernière en fait du TEF. C'est pour vous dire qu'on a repris un peu les relations et que le TEF aussi est revenu vers nous. Ils nous ont donné le jeu de maillot en fait. Et comme le jeu de maillot qui est face à Bordeaux. Ouais. Ah putain, c'est ça. Ouais. Excellent. Donc on a la chance de jouer et de représenter justement Brice tout au long de l'année durant nos matchs et puis les clubs adverses nous le disent quoi, ils aiment bien le maillot. Hein, Quel maillot de Sidibé? Non, ils sont tous floqués Brice. Trop grand. Ouais. Je pense qu'il pense à la taille, non? En fait, on est deux dedans. Qui joue en robe de chambre. On est deux dedans. Bon, ok, écoutez, c'est très sympa. Le prochain match du Forza? Jeudi contre la CPM en Coupe de France. La CPM, mon Dieu. La carte vitale Coupe de France, c'est ça?
Ouais, Coupe de France. J'ai fait une demande il y a 3 semaines encore. Écoute, vas-y, jeudi, les voir avec tout le monde, qui se répond. Ça va tacler pour les dossiers en retard là. Ça sera à l'annexe du stadium, je présume. Ouais, c'est ça. Justement, tiens, puisque tu parlais de tacler, est-ce qu'il y a des règles un peu particulières en FSGT? Justement, Coupe de France, tacle interdit. En championnat, on a le droit. Touche au pied. Alors, touche au pied et tacle interdit. Vous avez la règle du hors-jeu à 11 ou pas? Ouais. Nous, à 7, il n'y a pas la règle du hors-jeu. Non, nous, il y a le hors-jeu, ouais. Mais justement, comme les touches sont au pied, c'est quand même pas mal. Là. Tu peux la jouer un peu plus. Parce que le hors-jeu, encore, c'est bien. Parce que sans hors-jeu, je peux te dire que des fois, t'es là genre, on monte. Ah bah non, on monte pas en fait. C'est clair. Bon, bah, nickel. Messieurs, bon, il nous reste un tout petit peu de temps, quelques minutes. On avait des petites questions parce que là, c'était un petit peu personnalisé, spécial Forza. Et du coup, comme ça, les gens savent un peu qui vous êtes. Et d'ailleurs, oui, en tribune, j'ai oublié de vous poser. Vous êtes en tribune, vous êtes abonné. On vous retrouve où? On est virage Brice, au-dessus des Indians. Et après, les anciens, ceux justement qui ont connu Brice, eux, ils sont en honneur sud. Ok. Voilà. Ils ont vieilli. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense à soir. C'est un bourgeoise. Ouais, c'est ça. On va tous passer par là, de toute façon. Depuis quand vous supportez le TEF, vous deux? C'est un moment, ouais. Moi, depuis petit, dès que j'ai pu aller au stadium, là. Moi, j'étais sur le TEF, au lycée, un peu plus récent, mais non, il y a une bonne quinzaine d'années, quoi. À l'école de foot, on allait voir les matchs, du coup, je regardais les Indians à l'époque. Du coup, déjà, t'aimais ce ferveur? Ouais. C'est moi, parce qu'il y en a plein qui au début, tu fais que ça. En fait, tu regardes pas le match, tu regardes les Indians. C'est l'ambiance en tribune qui t'amène au stade, quoi, qui te fait revenir surtout. Ouais, c'est clair. Mais comment vous êtes devenu supporter du TEF, du coup? C'est par rapport à ça, mais quel est votre premier match au stadium? Moi, je me souviens que c'était dans l'ancien stadium. Avec les poteaux. Ouais, c'est vieux, mais je me souviens pas de l'année, mais je sais qu'il y avait Barabé, c'était contre Montpellier, Claude Barabé dans les buts. C'est très vieux. Je note pour le quiz de la semaine prochaine. Ça, mon gars. Je me souviens pas de l'année, franchement. Faut que je recherche. 8 points. Ouais, on va voir ceux qui suivent l'émission. Et après, de là, ben voilà. J'ai adhéré. Ouais, bah ouais. Puis si tu veux voir du foot de haut niveau à Toulouse, tu vas au stadium, quoi. T'en as pas? Ouais, pardon. Ou au Forza. Si, ouais, le jeudi soir. Le jeudi soir aussi. Et toi, du coup, ton premier? Le premier, je suis incapable de te dire, mais je devais être en première, seconde ou première. Et non, franchement. T'as pas le souvenir? Non, ouais, j'ai pas du tout le souvenir. Faudra que je regarde parce qu'à l'époque, je gardais mes. Je me gardais les places. Ouais, je les ai quelque part. Une défaite ou une victoire ou même là, c'était une victoire, j'en suis quasiment sûr. Tout le monde nous dit défaite au début. Ouais, non, tu vois. Ouais, je regarderai dans mes petits papiers. Ouais. Un joueur qui vous a fait, joueur emblématique, vous a fait rêver, toute époque confondue. Moi, c'est Elmander. Classique, quoi. Moi, Claude Barabé. C'est excellent. Là, s'il y en a qui nous le savent un jour, franchement. Moi, j'ai bien avec Yves, avec les Indians, j'étais bien présent sur l'épopée Gignac, et Gignac, ouais. Et la petite question, mais qui est toujours assez sympa, si vous aurez dû, enfin pas si vous aurez dû, parce que les si n'aiment pas les raies. On va faire quelque chose de lui, alléluia. Si tu devais être un joueur, Yves il est content là, parce que enfin tu vois, je me reprends même moi-même maintenant. Ça fait 2 ans qu'il travaille dessus. Si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Et pareil, toute période confondue, c'est pas de l'effectif actuel, hein, on ne torture pas à ce point-là. Tu veux dire Moubélé, hein, juste pas. On ne demandera pas la raison. Moi, Jérém le confirmera, j'ai toujours voulu jouer en attaque. L'esprit Gignac, j'adore. Par contre, je suis vraiment nul devant les buts. Ça, il pourra confirmer. Mais après, dans l'esprit, Revaux. Je dirais Revaux. Dans cet esprit simple, un mec, les Indiens sont des anecdotes où le mec il sort du vestiaire, il a un sandwich, il te le file. C'est des trucs à la con, mais un mec hyper simple. Ça fait humain. Ouais, très humain. Ouais. Ça manque des fois un peu dans le foot. Hein. C'est clair. Souvent le foot moderne. Moi, Siriex, parce que il est resté des lustres au TEF. Il était assez proche des supporters. Il était venu à l'époque au local
pour le Can Indians, donc c'était toujours agréable quoi, d'avoir ce. Tu veux une place de coordinateur sportif, toi. Ma foi, je passe une annonce quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ah, c'est cool. Ouais. Mais merci messieurs, merci d'être à vous à l'émission. Merci. On va aller suivre le Forza du coup jeudi au stadium. Avec plaisir. Nous la feuille de match, on sera samedi à Bordeaux-Rouge pour commenter le match de Passeport en Coupe de France aussi. Quart de finale, ils reçoivent une équipe marseillaise qui est triple championne de France. Ouais. Donc il y a gros match, il y a gros match donc samedi aussi pour Passeport. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci Mike, Yves pour la 10, on embrasse lesviolets.com, Nathan, la feuille de match et tout le monde. On se dit à mardi prochain à 21h sur Radio Occitanie.